Je suis avec Rémi Bigot. Salut Rémi. Salut Antoine, comment vas-tu ? Moi ça va très bien. Alors on m'a dit, les rumeurs disent que tu es pas trop pour les évadés fiscaux. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, en fait, c'est tout à fait vrai, pour différentes raisons. En fait, j'ai du mal à comprendre ce concept de dire on va s'évader parce que c'est trop dur, parce qu'il y a trop de taxes, parce que ceci, parce que cela. Alors, je sais que certaines personnes de ton audience vont trouver ça complètement absurde, ce que je raconte aujourd'hui. Mais moi, j'estime, mais c'est mon avis personnel encore une fois, que la France m'a tout donné et que donc je lui dois tout. Même les mauvaises choses, même les choses difficiles. Et que je pense aussi, un point très important, que si on veut que les choses changent, il faut rester ici et se battre pour qu'elles changent. Dans évasion fiscale, il y a évasion. Est-ce que finalement on n'est pas tous dans une prison dorée et ceux qui s'évadent sont ceux qui ont tout compris ? Je comprends tout à fait qu'on ait envie de s'évader peut-être pour d'autres raisons, c'est-à-dire que je suis pas du tout contre le voyage, contre le fait de, par exemple, ce que tu fais toi, je trouve ça génial. Tu peux tout à fait voyager, profiter de la vie ailleurs qu'en France et de temps en temps revenir et avoir ton activité ici, surtout si tu fais du business ici. En fait, moi j'estime qu'on vend sur le marché français, on prend l'argent de clients français, ça me paraît évident qu'on paye des taxes ici. Après, il y a des contre-exemples. C'est vrai que c'est pas normal qu'Amazon, Google, YouTube, Facebook, ces boîtes-là ne payent pas suffisamment d'impôts en France. Il faut se battre pour qu'elles en payent plus. Et ce qui est bien, c'est que les gouvernements commencent à réagir. On voit que l'Angleterre réagit fortement en mettant des amendes. La France aussi commence à s'y mettre. Et je suis extrêmement content parce que ça, pour le coup, c'est de la concurrence déloyale. Si toi, tu veux créer un concurrent de YouTube ou de Facebook aujourd'hui en France, t'as aucune chance. Je veux dire, comment tu vas faire pour lutter contre un Amazon, par exemple ? C'est impossible. C'est l'argument que vont sortir beaucoup de gens qui vont vouloir arrêter de payer des impôts en France. C'est que eux, ils payent beaucoup d'impôts. Et aujourd'hui, quand tu es entrepreneur en France, tu peux payer jusqu'à 50, 60, 70% d'impôts. C'est une vérité. Et ils voient justement des grosses boîtes comme Amazon et tout qui en payent très peu parce qu'elles s'optimisent et elles le font de manière légale. Et est-ce que du coup leur comportement n'est pas compréhensible ? Je pense que c'est la solution de facilité. C'est trop facile de dire c'est la faute des autres, voilà, du coup je fais la même chose. Je comprends tout à fait qu'on soit énervé par ce genre de choses. Je suis pas en train de dire qu'on vit dans un monde de bisounours, que tout est parfait, que c'est magnifique ici. Même si je dis parfois que la France est un paradis pour entreprendre, et je suis pas le seul à le dire. Xavier Niel lui-même le dit. Je pense encore une fois que la vraie solution c'est plutôt de se regrouper entre entrepreneurs, de trouver des solutions comme les pigeons avaient fait il y a 2 ans avec les startups. Ils avaient vraiment réagi, ils en avaient marre de la nouvelle loi de finances qui devait passer, qui finalement a été abrogée ou modifiée, donc ça prouve bien que c'est possible. Et deuxièmement, je pense que c'est vraiment la solution de facilité. Pour moi, en fait, aujourd'hui, on peut tout à fait optimiser. Pour moi, il y a une grosse différence entre optimisation fiscale légale et morale, parce qu'on parle de légalité, mais moi il y a aussi la morale qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont légales mais qui sont pour moi immorales. On peut tout à fait se battre ici, faire en sorte que les choses changent. Il y a un membre du gouvernement aujourd'hui qui me paraît, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais qui me paraît être intelligent sur ces sujets, c'est Emmanuel Macron. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas du tout, etc. Mais au moins lui, il comprend l'économie, il a déjà travaillé dans une entreprise, il sait ce que c'est. Je pense que quelqu'un comme ça pourrait être réceptif et pourrait nous entendre. Et nous, on pourrait hausser la voix pour dire maintenant, il faut que ça change. Tu parles de morale. Le boulot d'un entrepreneur, c'est de servir sa boîte ou c'est de servir la France finalement ? C'est une très grande question et je pense que beaucoup d'entrepreneurs débattent là-dessus. Moi, je débat souvent avec Johan là-dessus, Johan Yangting, que j'aime beaucoup, avec qui je partage beaucoup de valeurs. Sur ce point précis, on n'est pas du tout d'accord. Je te salue Johan, je sais que tu regardes les vidéos d'Antoine. Je pense que pour moi, une entreprise, bien sûr, doit penser à elle en priorité, à elle, à ses salariés et à ses clients, c'est quand même important, mais elle a aussi un devoir social à mon avis. Si tu es une entreprise qui a vraiment un beau projet, qui a le projet d'avoir vraiment un impact dans le monde positif, est-ce que finalement il vaut mieux privilégier tes propres intérêts, qui vont être donc de payer moins d'impôts pour accomplir plus vite ton projet, ou alors simplement privilégier ceux de la France en donnant de l'argent à la France qui va pas forcément être aussi bien utilisé que s'il était utilisé pour toi ? Alors c'est un débat très intéressant, je t'invite à lire un livre qui est une BD qui est extraordinaire, ça s'appelle Economics, ça se lit d'une traite. Le mec c'est un Américain qui est très connu, qui a fait il a revisité toute l'histoire de l'économie. Et moi, je pensais comme toi avant. Je pensais que c'était que les entreprises qui créaient des grands projets. Quand tu regardes l'histoire, en réalité, c'est archi faux. La plupart des grandes évolutions, des grandes innovations ont été portées par des gouvernements à la base. Et l'exemple le plus simple, c'est la NASA. La NASA, c'est un programme gouvernemental. Il faut savoir que ça a toujours été financé par les gouvernements américains. Et tu pourras faire des recherches, c'est l'entreprise public du coup qui a généré le plus de brevets au monde et on utilise aujourd'hui tous nos outils, le GPS, les téléphones, plein de trucs viennent de ces recherches gouvernementales. Et on a en France l'INSERM qui a également créé beaucoup de choses. Moi je pense que c'est un mix, il y a un exemple qui est fabuleux, que je pense qui est super intéressant, c'est le mix entre Xavier Niel et l'État. Je sais pas si tu as vu, on est en train de créer ici en France le plus grand incubateur au monde, j'ai bien dit au monde,
Il va y avoir 1000 startups au même endroit à la Halle Freycinet en janvier 2017. Ça, c'est juste incroyable et c'est cofinancé par une entreprise privée, Xavier Niel, et sa boîte Iliad, et l'État. Juste avant de parler de Xavier Niel, parce qu'il a tout à fait à voir avec ce débat, tu parles de la NASA. Elon Musk est arrivé avec SpaceX, qui a montré qu'on pouvait faire la même chose beaucoup moins cher. Finalement, justement, l'argent de l'État est peut-être mal utilisé et peut-être qu'une entreprise intelligente, comme une entreprise créée par Elon Musk, peut faire beaucoup mieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que tu oublies une donnée importante. La NASA existe avant que Elon Musk naisse, en fait. C'est-à-dire que si Elon Musk lance SpaceX aujourd'hui, c'est grâce au programme Apollo, c'est grâce à tout ce qu'il y a eu avant. Il faut pas oublier ces choses-là. Bien entendu, je suis pas en train de te dire qu'Elon Musk est un guignol. C'est l'un des plus grands entrepreneurs du monde, je le respecte énormément. C'est un gars incroyable. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas que les entrepreneurs. Il y a aussi des gouvernements. Et il y a un exemple encore très simple, c'est le TGV. Le TGV, pendant plus de 30 ans, le monde entier nous l'a envié. Alors maintenant, il est peut-être dépassé, maintenant il y a peut-être des projets supérieurs, ok. Sauf que c'est encore un projet gouvernemental. Et on a réussi à créer un train qui allait à plus de 330 km/h, c'était unique au monde à l'époque. L'autre exemple très simple, ça peut être également le programme Airbus, tout simplement. Le plus gros avion du monde aujourd'hui, il est cofabriqué par une agence publique et une entreprise. Et c'est fabriqué d'ailleurs à Toulouse. En fait, ces projets d'État ont tous plus ou moins un point commun, c'est qu'ils sont assez vieillissants aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que y a peut-être moins de stimulation liée à la concurrence et donc il y a peut-être moins d'innovation. En fait, je pense exactement le contraire, c'est-à-dire que justement, on a un état d'esprit aujourd'hui qui se libéralise, c'est-à-dire que les esprits, je trouve, se libéralisent. Alors à cause ou grâce aux Américains qui sont très libéraux. Et du coup, on pense, et d'ailleurs l'Economics l'explique très bien dans le livre, c'est fabuleux, ça a changé ma vision de l'économie, c'est incroyable. Moi, je pensais qu'il fallait réduire les dépenses, qu'il fallait attaquer la dette, c'est ce qu'on nous dit sans arrêt à la télévision, en fait c'est archi faux, et lui il le prouve par des chiffres, il prouve que les seules périodes économiques aux États-Unis qui ont fonctionné, c'est quand on a dépensé de l'argent pour investir dans l'avenir. Aujourd'hui, on serre les vis, et on serre tellement la vis qu'on risque de se retrouver dans l'état inverse, c'est-à-dire que plus rien va se passer, parce que tout est bloqué, l'économie est en train de se bloquer, de se gripper, parce qu'on n'injecte plus d'argent dedans. Alors je sais que je vais peut-être choquer en disant ça, mais lisez cette BD, ça va changer votre vision du monde. À mon avis, la meilleure solution, c'est pas de dépenser moins, c'est de dépenser mieux, c'est de réorganiser. Il y a quelque chose qu'on peut pas nier, c'est que l'État ne gère pas forcément très bien l'argent, en tout cas le gère moins bien qu'une entreprise, comme les super entreprises de la Silicon Valley, Apple, Google, Amazon, qui savent gérer un budget parce qu'elles en ont besoin en fait. Alors ça encore, je dirais que oui, dans certains cas, je suis d'accord avec toi pour la plupart des entreprises que tu as citées, mais il y a des contre-exemples, il y a des boîtes qui font n'importe quoi avec l'argent. Elles font faillite. Elles font faillite, oui, mais les États peuvent faire faillite aussi. C'est pareil. Sauf j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est Homejoy. Je sais pas si tu connais cette start-up américaine qui a levé 38 millions de dollars et qui a fait faillite. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a très mal utilisé l'argent de ses investisseurs. En fait, elle avait un concurrent sur le marché américain. Elle n'était pas rentable sur le marché américain, mais elle s'est dit, j'ai 38 millions de dollars, donc je vais aller envahir le monde, je vais aller attaquer l'Europe, l'Asie. Ça a été un fiasco total. Ça prouve bien que il n'y a pas que les États pour faire des conneries que l'argent. Oui, mais les États, généralement, on les laisse pas faire faillite. On va ingérer encore plus d'argent qui va encore être mal géré. Vous êtes peut-être deux en France à penser que la France est un paradis fiscal. C'est toi et Xavier Niel. Pourquoi Xavier Niel précisément dit ça ? Lui qui a une des plus grosses boîtes françaises et qui est milliardaire. Aujourd'hui, en France, il y a deux choses. Vous êtes soit dans un enfer fiscal, soit dans un paradis fiscal. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt pauvre ou plutôt débutant, notamment dans l'entrepreneuriat, on va vous aider. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est quasiment unique au monde. Le fait de pouvoir avoir pendant 1 an une assurance chômage alors que tu es en train de créer ta boîte, c'est unique au monde. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans un paradis. Les gens très riches, comme Xavier Niel, comme tu le dis tout à l'heure, ils optimisent. Alors lui, il ne fait pas d'évasion fiscale, par contre, il optimise la fiscalité, ce qui est très différent, c'est-à-dire qu'il trouve des moyens pour payer un petit peu moins d'impôts, et notamment, vous voyez, moi je suis très content parce que Xavier Niel paye peut-être moins d'impôts en France, mais il investit 250 millions dans un super incubateur. Donc il y a un vrai retour sur investissement, si je puis dire. Par contre, il est vrai, ça c'est tout à fait vrai, qu'au milieu, il y a une certaine tranche de la population, une certaine tranche des entrepreneurs qui subissent un peu, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faut se battre, et moi c'est mon combat de tous les jours. Moi j'ai envie que les entrepreneurs ici en France se développent, créent des emplois, innove, et donc je me bats tous les jours pour faire en sorte, alors à mon niveau pour l'instant, mais bientôt je serai sur les chaînes de télé pour vous défendre les gars et les filles aussi, hein. J'espère qu'il y aura plus de filles qui vont se lancer, mais voilà, moi mon combat c'est ça, c'est d'essayer de me battre pour que les entrepreneurs puissent rester ici et
vivre ici. Mon avis à moi, c'est que je porte pas de jugement sur les gens qui payent des impôts ou qui ne payent pas d'impôts. Simplement, sur cette chaîne, on peut en parler, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis. Je trouve que le plus gros problème en France, c'est pas forcément la quantité d'impôts qu'on paye, surtout la complexité que cela engendre, que ce soit pour les petits entrepreneurs ou pour les moyens entrepreneurs. Et forcément, un mec comme Xavier Niel, il a des gens qui s'occupent de ça pour lui, donc c'est pas forcément un problème du quotidien pour lui, mais à mon avis, ça devrait être quelque chose de transparent et de simplifié. Et à mon avis, le plus gros du travail, il est à faire là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, maintenant, il existe des startups qui se sont spécialisées là-dedans. Il y a Jurismatic, il y a Ça compte pour moi, Sacré pour moi. C'est des boîtes géniales qui vous aident justement à gérer toute cette paperasse, ces trucs insupportables. Est-ce que pour finir, tu peux nous présenter ce que tu fais et nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, en fait, donc je m'appelle Rémi Bigot, j'ai 34 ans, j'ai presque tous mes cheveux, même si ça commence à être difficile. Et on me retrouve sur montersonbusiness.com et je fais un show vidéo hebdomadaire chaque lundi qui s'appelle le MSB Show, où je donne des conseils au niveau marketing et entrepreneurial à des gens comme vous qui voulaient vous lancer ou qui avaient déjà votre boîte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est resté vraiment sérieux parce que c'est un sujet dont on peut parler pendant longtemps. C'est un sujet qui est plus complexe qu'il en a l'air. Et c'est assez facile de juger les gens rapidement, alors que parfois c'est un peu plus compliqué que ça, n'est-ce pas, monsieur ? Je te laisse le mot de la fin. C'est un mot c'est deux mots en fait. J'espère que tu les connais. Who's bad ? C'est quoi les deux mots ? Restez libre.